Bonjour, c'est Thierry. Je suis content de vous retrouver pour ce week-end du 23 mai 2021. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un petit récapitulatif des indices donc du CAC et puis du CAC Middle and Small. Et puis, dans une deuxième partie, je vous donnerai donc un petit feedback sur la liste des 10 valeurs que je vous ai données il y a 2 semaines. Comme d'habitude, hein, on est en démarrage de ces trades, hein, dont je vous rappelle que l'horizon moyen de la durée, c'est quelques semaines, hein, c'est entre 4 et 8 semaines. Mais c'est toujours intéressant de jeter un œil dans le rétroviseur. Et puis enfin, donc, je vous donnerai en dernière partie la liste des 10-12 valeurs de cette semaine. Alors, un petit aparté également avant de commencer la vidéo, j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour voir un petit peu où se trouvent la plupart des traders, petits porteurs en tout cas qui suivent mon compte, très modestement, sur un constat qui est que le CAC Mid and Small en fait est exactement au même niveau qu'il y a 6 semaines, c'est-à-dire la semaine qui a clôturé le 9 avril. Au point près, on clôture au même niveau, donc c'était intéressant de regarder un petit peu les performances des uns et des autres, ne serait-ce que pour se situer également par rapport à l'ensemble des participants. Et donc je me suis rendu compte en fait qu'on avait bon, une proportion plus importante de personnes qui perdent, hein. Ça c'est de toute façon à peu près toujours le cas. On a à peu près 2 tiers de personnes qui perdent de l'argent dans ces marchés, alors que donc le CAC Mid and Small, lui, est à l'équilibre. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on avait quand même 30% des gens qui se faisaient vraiment secouer par le marché et qui admettaient avoir perdu plus qu'un petit peu, donc avoir eu de fortes pertes par rapport à cet environnement-là. Donc moi je vous partage simplement ma petite expérience de quelqu'un qui a traversé pas mal de crises, de crash et qui s'est pris une ou deux grosses baffes au départ qui lui ont fait mal lorsqu'il avait un capital. Et, enfin voilà, donc il y a vraiment une bonne vingtaine d'années. J'ai toujours mis des garde-fous un petit peu en place systématiques, même si ça fait mal, même si on a envie de se refaire, mais au moins pour éviter de sombrer et pour éviter de tomber dans des phénomènes d'accroissement des pertes, parce que on grossit, on a tendance à subir ces émotions et à grossir les pertes de plus en plus dans ce genre d'environnement. Donc la première chose, c'est que moi j'ai un coupe-feu, un coupe-perte que je définis à l'avance. Je m'interdis de perdre plus d'un certain montant, que ce soit de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire. Si je dépasse ce montant, je stoppe. Je stoppe tout, c'est-à-dire que je réduis fortement la voilure, voire j'arrête de trader. Mais je ne m'autorise pas à perdre plus d'un certain montant à l'intérieur d'un certain laps de temps. Au-delà de ça, il y a également un interrupteur en termes de drawdown, c'est-à-dire que par rapport au maximum atteint par mon portefeuille, également je vais modifier mes règles de trading si jamais je tombe en dessous d'un certain pourcentage. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais un maximum, quel qu'il soit, et que je perds plus de 3% de ce maximum, eh bien, je vais commencer à trader des lignes un petit peu inférieures. Alors, oui, ça mettra plus de temps à remonter d'un point de vue espérance, si jamais je retrouve des conditions plus sympathiques, etc. Mais ça m'évite aussi le cas contraire, qui est d'accélérer et de creuser mes pertes. Si jamais je deviens moins bon, il y a des signaux. Les signaux, c'est justement le drawdown, c'est-à-dire que je vais m'éloigner de plus en plus de mon maximum, hein, de mon plus haut atteint par mon portefeuille. Il faut en tenir compte jusqu'à ce qu'on se corrige soi-même ou jusqu'à ce que les conditions de marché nous permettent de trader à nouveau sereinement. Donc moi je n'hésite pas au bout d'un certain moment à diminuer la taille de mes lignes, diminuer la taille de mes positions. La troisième chose, c'est que je vais serrer mon jeu, c'est-à-dire que lorsque les marchés sont relativement faciles, volatiles, mais qu'il y a des rebonds amples, etc., enfin, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, ça se voit tout de suite sur les résultats de votre portefeuille. Et il y a des moments où vous faites à peu près n'importe quoi et ça monte quand même, vous vous occupez pas de votre portefeuille, ça monte quand même, c'était le cas à la fin 2020, les 2 mois qui ont suivi le résultat des élections présidentielles américaines. Bon, il fallait vraiment y mettre du sien pour arriver à perdre dans ce genre d'environnement-là. Et puis il y a des environnements beaucoup plus difficiles. Et dans ce genre d'environnement beaucoup plus difficile, même si je mets l'accent beaucoup sur l'analyse technique, moi j'ai des priorités, comme je
Ces priorités, elles passent par le fait d'avoir une top list en fait au niveau fondamental sur laquelle je vais m'abriter et sur laquelle je vais beaucoup plus trader et me concentrer lorsque les conditions de marché deviennent difficiles. C'est-à-dire que je vais à ce moment-là serrer mon jeu et beaucoup moins essayer de faire du trade sur des actions dont je ne bénéficie pas, sur lesquelles je ne bénéficie pas d'une sécurité au point de vue fondamental, que ce soit parce qu'elles représentent une bonne valeur, une décote, ou parce qu'elles sont des perspectives de croissance importantes. Bref, donc moi sur les 200 et quelques actions small and mid caps que je regarde, j'ai ma shortlist qui représente à peu près 25% de ça, qui est un échantillon de 50 à 60 valeurs que je me mets en avant pour trader moins sur la deuxième partie et plus sur la première partie lorsque on a ce genre de situation. Pourquoi? Parce que bah, ça me permet à ce moment-là d'élargir mes stop loss lorsqu'on a des conditions de marché plus difficiles, où on a de la volatilité et on a des retracements baissiers qui commencent à être plus importants et où la tendance hésite. Eh bien, j'ai cette sécurité, j'ai cette confiance que de toute façon, avec le temps, même si on a un éternuement du marché, j'ai des valeurs qui étaient déjà pas chères et que je vais pas forcément abandonner parce qu'elles ont perdu 5 à 6%, et donc je vais rester sur, à ce moment-là, un objectif moyen terme. Donc ça, c'est aussi un autre moyen. Donc voilà, serrer, il y a plusieurs autres choses, mais il faut vraiment mettre en priorité la préservation du capital dans ces cas-là, et observer la raison pour laquelle on perd de l'argent. Analyser ces trades, analyser l'historique de ces trades et regarder ce qui s'est passé, ça vous donne souvent la clé, ça vous permet souvent de corriger le tir. Encore un autre point, il s'agit des stop loss. Peut-être que vous mettez un stop loss vraiment trop court, qui vous fait couper presque toutes vos positions et qui redeviennent gagnantes derrière. Donc à ce moment-là, il faut les élargir un petit peu. Moi, dans les conditions de marché difficiles, malgré tout, je suis favorable à serrer le stop loss parce que lorsqu'on a des grosses mèches basses, euh, en général, on va quand même se faire couper et on va avoir des pertes plus importantes. Donc en tout cas, euh, soit je privilégie des stop loss très courtes sur l'unité inférieure à celle de mon trade, sous un support quand même évidemment, soit un stop loss vraiment large, et à ce moment-là, le stop loss vraiment large, je le place parce que j'ai confiance dans la valeur et dans ses perspectives à moyen long terme, donc je m'autorise un ratio risk-reward plus faible parce que je pense que même si l'action perd 5 à 10%, eh bien c'est pas grave, je vais pas forcément couper, ou alors je vais vraiment regarder tous les éléments avant de prendre la décision. Autre point sur les stop loss, je peux aussi décider de couper une partie de la position, mais tôt. Ça a un avantage, c'est-à-dire que si je prends par exemple pour 1000 € de l'action XY et puis que j'essaye de faire 10% et qu'elle fait moins 3% sous un support, bah, si j'en vends la moitié ou même les deux tiers, eh bien si on reprend quand même 6 à 7% et qu'on retourne finalement en direction de l'objectif initial, eh bien ça me permet de sortir sans perte ou avec un léger gain. Et puis si on continue de descendre, à ce moment-là rapidement, soit j'arbitre, je peux couper le reste de la position sans me faire mal, mais au moins j'ai donné une nouvelle chance au marché d'essayer de rebondir. Ou bien ça arrive souvent, j'ai un deuxième support, j'ai une deuxième ligne de défense sur l'unité supérieure à mon trade, et à ce moment-là, ça va me permettre d'attendre de voir la réaction des prix sur l'unité supérieure. Ça m'a sauvé pas mal de fois en ce moment, étant donné que, surtout sur l'unité jour, j'ai réduit pas mal la voilure de toute façon de mes trades sur l'unité jour, parce qu'il y a beaucoup de faux signaux en ce moment, mais sur l'unité jour, assez fréquemment, lorsqu'un support de l'unité jour a cassé, il y avait pour moi un support sous cette unité de temps sur l'unité hebdomadaire en fait, et le support hebdomadaire lui tenait, et donc m'a permis en fait de conserver les positions grâce un petit peu à ce système-là où je vais couper très vite sur l'unité jour une partie de ma position, je vais la reprendre en fait en arrivant sur le support hebdomadaire, et lorsqu'on a un rebond sur le support hebdomadaire, et bien là je vais attendre, évidemment je vais
passer mon trade sur l'unité supérieure. Et finalement, j'ai beaucoup de trades comme ça qui auraient pu être perdants si j'étais resté uniquement focalisé sur une seule unité de temps et qui deviennent finalement gagnants en passant sur l'unité longue. Mais ça, attention, c'est pas de l'improvisation, ça implique que vous ayez des plans de trade et que vous sélectionniez vos trades au départ en prenant comme critère que vous avez deux supports non loin l'un de l'autre, l'un sur l'unité inférieure à votre trade, enfin, ou l'unité de votre trade, et l'autre sur l'unité supérieure qui vous sert en fait de deuxième ligne de défense et éventuellement de deuxième point d'entrée. Hein. Donc voilà, ça c'est encore un autre moyen d'essayer de maîtriser vos pertes. Et puis le dernier moyen, c'est un moyen assez radical, mais je vous le partage quand même. C'est de s'interdire si vous avez vendu, même que ce soit les indices ou que ce soit une action, etc. Si vous avez vendu à perte, si vous avez acheté une action à 100 par exemple, et puis que vous l'avez revendue à 95, eh bien vous vous interdisez de la racheter au-dessus de 95. Parce que de deux choses l'une, soit vous l'avez revendue au plus bas et l'action remonte, et là si vous regardez l'historique de vos trades et que vous voyez que c'est un schéma qui revient, qui est répétitif, et bien là il faut que vous vous interrogiez sur votre façon de trader parce que ça veut dire que vous avez tendance à vendre au plus bas des creux et que donc vous avez tendance à mal placer vos stop loss ou à être dans les réactions de panique. En tout cas, il y a un souci par rapport au moment où vous vendez. Soit vous vendez trop tôt, soit vous vendez trop tard, mais en tout cas, vous vendez dans le creux. Donc il y a des choses à corriger à ce niveau-là et c'est à vous de voir. Soit vous décidez de vendre plus tôt au moment où on démarre la correction, soit vous décidez d'attendre parce qu'on a déjà trop baissé et que vous donnez une chance au marché de rebondir. Mais en tout cas, si vous vendez très fréquemment dans les creux, sur les plus bas, et que l'action repart sans vous, c'est votre façon de trader qu'il faut interroger. Donc, le fait de s'interdire de racheter au-dessus, et encore une fois, hein, je n'adresse ces remarques qu'à des personnes qui se subissent le marché et qui subissent des fortes pertes par rapport à un marché qui finalement en 6 semaines est ISO. Hein. Eh bien, au moins, ça vous évite de vous faire balader, ça vous évite de prendre des portes de saloon gérées par la frustration. Vous achetez à 100, oh mince, je dois couper, on est à 95. Oh non, elle remonte, aïe aïe aïe, regarde, elle dépasse 100, allez, je la reprends, j'en ai marre, je rachète à 101. Oh mon Dieu, maintenant elle redescend à 94. Bon, bah, je vais recouper puisqu'on est en dessous du précédent plus bas, etc., etc. Et dans un marché qui est finalement neutre, bah, vous allez vous retrouver avec, énormément d'à-coups et de pertes finalement, alors que le marché lui ne bouge pas. Voilà. Donc un ensemble de règles qui m'ont permis avant tout d'arrêter de faire des pertes et de sous-performer fortement le marché, et ensuite seulement d'essayer de gagner lorsque les conditions de marché s'y prêtent. Alors rapidement, je passe à la suite. Donc le CAC 40, vous voyez qu'on continue de monter. Sur l'unité mensuelle, on a dépassé cette résistance de la MACD que je surveillais, puisque vous voyez qu'il y a eu plusieurs points de contact et qu'à chaque fois les prix butaient. Eh bien non, pas cette fois-ci. Là, vraiment, on est en train de la franchir et la hausse continue. Hein. Donc sur l'unité mensuelle, pour l'instant, on a une belle tendance haussière qui n'a pas l'air de montrer de signe de fatigue. Hein. C'est ce que je vous disais. Donc attention au mouvement général sur le CAC 40. Quand vous regardez l'unité hebdomadaire, vous vous rendez compte à quel point, regardez les cycles de la puissance cycle et regardez comment réagissent les prix. Ici, une réaction latérale très légèrement baissière. Ici, une réaction latérale même légèrement haussière alors que les cycles redescendent vers la survente. Donc ça, c'est vraiment un signe de force et c'est là que je parlais de la probabilité d'avoir une troisième vague de hausse. Eh bien, cette troisième vague de hausse, on l'a eu et regardez maintenant, le cycle baissier redescend et à nouveau, les prix refusent de corriger. Ils se heurtent ici sur une résistance quand même assez importante. Vous voyez qu'on est dans un couloir sur le CAC 40, un canal de tendance plutôt, et vous avez pas mal dans cette zone-là de sommets qu'on peut relier. Et eh bien nous sommes très bien en train de buter bien entendu sur cette résistance-là, mais les bulles ne lâchent pas le morceau sur les deux dernières bougies, enfin même les trois dernières bougies, hein,
clôture au niveau pile de cette résistance. On a eu 2 mèches basses en hebdomadaire sur les dernières bougies. On a eu beau fracasser, là, vous voyez, cette oblique haussière hebdomadaire, eh bien, une mèche basse, 2 mèches basses, et on ne veut pas lâcher. Les bulles, pour l'instant, ne lâchent rien. On est dans un range en UT jour d'à peu près 4% sur le CAC. Vous voyez ici, là, je viens de passer en UT jour sur le graphique de droite. Mais enfin voilà, vous voyez qu'il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant au niveau des bulles. On a de petites corrections qui se font immédiatement racheter. Donc sur l'unité hebdomadaire, pour l'instant, on va bien entendu surveiller la réaction toujours par rapport à cette résistance parce qu'on ne l'a pas cassée. Mais voilà, il ne faut pas, surtout pas commencer à shorter ou à abandonner le terrain avant d'avoir des signes plus forts quand même de faiblesse ou de retournement de la tendance. Sur le CAC MS, je vais vous montrer aussi ce qui se passe. J'ai un petit problème avec ma souris là qui double-clique au lieu de cliquer. Le CAC MS, voilà, tout simplement. Alors très rapidement, donc on est en mensuel, vous voyez qu'on arrive vraiment en contact d'une zone de résistance qui était les plus hauts de 2018, puisque les corrections sur les CAC Mid and Small a plutôt commencé en 2018, bien avant le crash du coronavirus qui était ici. Nous, on a subi 2018 et 2019, vous voyez, une correction importante sur les small caps, puisqu'on était à 15 000 et qu'on est descendu quand même à 10 900. Vous voyez que la correction ici a une amplitude équivalente finalement à celle du crash du coronavirus. Donc il y a eu vraiment 2 fortes corrections sur les small caps. Et bien, depuis le rebond du coronavirus, on a récupéré l'ensemble du terrain. Donc pas étonnant qu'on hésite au contact de cette résistance. On la voit également ici en hebdomadaire. Je ne l'ai pas mis tout à fait au même endroit parce que là on a une toute petite mèche haute, là vous voyez, mais que toutes les autres bougies finissent vraiment sur le niveau des 15 000. Donc évidemment 15 000, niveau éminemment rond et donc psychologique. Donc les 15 000, c'est la résistance sur le CAC MS. Et vous voyez que là, on est dans un mouchoir de poche, on est vraiment en train de faire du ping-pong entre les résistances, la résistance oblique ici, cette résistance horizontale ici, et puis une zone qui était une résistance et qui devient support, là, voilà. Donc là, vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche, et depuis 6 semaines, on fait du surplace. La MACD en hebdo, elle, par contre, vous voyez qu'on est toujours en dessous de cette résistance que j'ai mis en rouge, donc il va falloir bien la suivre, et peut-être regarder rapidement sur l'unité jour, un peu tous les soirs, voir si on a des signes d'affaiblissement, puisqu'on est toujours là aussi sous une résistance. Voilà. Rapidement, donc je fais le tour, je vous avais donné une dizaine de titres il y a 2 semaines, c'était le week-end du 8 mai. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je vous rappelle que normalement, on vise 10% ou plus qu'au bout de 4 à 8 semaines, mais vous voyez, dans pas mal de cas quand même, on a déjà pu faire des performances qui s'en approchent. Alors je reviens rapidement sur les plus et les moins. Alors on avait Eurobioscientifique. Donc c'était il y a 2 semaines, donc on va regarder le graphique hebdomadaire ici tout simplement, on va regarder les 2 dernières semaines. Donc on était ici, vous voyez, avec une bougie baissière, je vous avais dit de surveiller l'oblique haussière là, et de regarder, alors attendez, je vais regarder sur l'autre page, voilà mon tableur. Donc je vous ai demandé les 16,80, la zone des 16,80, donc on est allé la chercher très précisément, très très précisément la zone des 16,80. Et je vous avais parlé donc d'un premier objectif à 19. Voilà, on est sur les 19,20, donc là-dessus, rapidement, plus de 10% de prix en 2 bougies, tout s'est très bien passé. Après, il y avait également réalité. Donc réalité, là je vous avais parlé d'un surveillance du niveau des 26, voilà, de la MM20. Donc là aussi on est allé la chercher, et puis d'un premier objectif vers 28, donc là eh bien on y est, on est à 27,80, 27,90, voilà. Les 28 sont ici, à la Bolsan, la Mogalef, enfin à un demi-point près, on est sur l'objectif évidemment, avec la Bollinger supérieure qui redescend en dessus. Après, il faut fine-tuner ces objectifs selon l'évolution du marché et des graphiques. Donc là, pour moi, j'estime qu'on a touché l'objectif. Et je prends une première partie de mes bénéfices. On a également Humanis. Humanis, je vous en avais parlé, je vous avais dû surveiller le niveau des 9,30.
Voilà, alors les 9,30, on est allé les chercher et donc c'était voilà, proche du niveau de la MM20. Je sais pas pourquoi je vous ai pas dit même d'aller attendre carrément la MM20, sûrement pour prendre une petite marge de sécurité. En tout cas, on est allé les chercher avec un premier objectif à 10 et donc l'objectif, bah oui, on est allé le toucher aussi. Voilà, donc tous ces trades-là, vous voyez, en deux bougies hebdo seulement, on pouvait faire 10% ou plus sur la zone de surveillance dont je vous ai parlé. Le dernier, c'était Bastide. Donc Bastide, alors c'était une surveillance du niveau de la résistance oblique UT jour. Voilà, donc oui, c'est ça, c'était une sortie à ce niveau-là. Et alors là, on est toujours dedans, entre guillemets, puisque voilà, l'objectif sérieux était au-dessus des 50 pour moi, ça devait se situer sans doute, j'avais dû, voilà, il est ici, voilà, bah oui, c'est les plus hauts récents, voilà, qui sont ici en cas de cassure de la REB. Vous voyez qu'on est venu se heurter malheureusement à une conjonction là sur l'unité jour, hein, pour l'instant de résistance, bol sup, MM200, Mogalef, et donc évidemment petit retracement baissier pour l'instant, et puis bah, écoutez, on va attendre la suite, hein, pour l'instant on est au-dessus du niveau d'entrée théorique du trade. Voilà, donc sur la dizaine de titres, vous voyez qu'il y en a quand même déjà 40% qui atteignent les zones d'objectifs. Ah non, pas Bastille, excusez-moi, donc 30%, Bastille est en cours. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, un contre-exemple tout de même, c'était Aiko. Aiko, et vous voyez là, c'est pour ça, il faut vraiment fine-tuner au niveau du stop loss et regarder ce que vous avez envie de faire, hein. Moi, je donne pas de conseils stricts du tout, hein, sur la façon de trader, je donne juste un scénario possible à observer et ensuite, c'est vraiment à vous de regarder par rapport à la réalité des cours, ce que vous voulez faire. Donc à l'ICO, j'avais proposé de surveiller la zone des 5,50, donc qui correspond à l'oblique haussière ici, à la MM20, et donc je me disais qu'il y avait des chances que ça tienne. Eh bien, bah, on n'a pas tenu. On a une belle bougie baissière cette semaine qui se termine sur les 5,28. Donc là-dessus, moi, je ne prends pas de risque. Je mets un stop loss court. Après, il peut prendre toute la position ou seulement une partie, comme je vous l'ai expliqué, pour espérer aller rebondir sur un support, soit de la même unité, par exemple ici la MM200, soit par exemple le MA15, la M50 de unité mensuelle. Ça, c'est selon vraiment votre propre money management, votre propre définition du risque. En tout cas, si on veut rester strict là-dessus, voilà, AECO, bah, on rentrait sur la MM20, vous voyez, au contact ici, et puis bon, bah, en cassure, on se faisait pas mal, on perdait quelques points, et la sécurité, bah, on coupe le trade, et puis on attend d'autres opportunités, c'est pas plus dur que ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à tout de suite pour la vidéo de cette semaine concernant les titres que j'ai présélectionnés, et je vous souhaite d'excellents trades, continuez d'être prudents.